Ouverture de la procédure. 4. Certaines catégories de débiteurs. La procédure de sauvegarde peut également être ouverte pour certaines catégories de débiteurs, tels que les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales, les associations, etc. Il est important de noter que ces conditions sont appréciées au moment où il est statué sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Articles L620-1 et L620-2 du Code de commerce. Section 1. Le débiteur personne physique. Les conditions exigées pour les personnes exerçant une activité commerciale s'agissant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont les suivantes. 1. Exercice d'une activité commerciale. Les personnes doivent exercer une activité commerciale de manière régulière et à but lucratif. Il n'est pas nécessaire d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, RCS, mais l'activité doit être exercée de manière professionnelle. 2. Difficultés financières. Les personnes doivent rencontrer des difficultés financières qui compromettent leur activité commerciale. Ces difficultés peuvent être liées à une baisse de revenus, à des dettes importantes, à une insuffisance de trésorerie, etc. 3. Imminence de la cessation des paiements. Les personnes doivent être en état de cessation des paiements imminents, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles avec leurs actifs disponibles. La cessation des paiements peut être constatée par le débiteur lui-même ou par un créancier. Il est important de noter que ces conditions sont appréciées au moment où il est statué sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Article L620-2 du Code de commerce. 1. Les personnes exerçant une activité commerciale. Les conditions exigées pour les personnes exerçant une activité commerciale s'agissant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont les suivantes. 1. Exercice d'une activité commerciale. Les personnes doivent exercer une activité commerciale de manière régulière et à but lucratif. Il n'est pas nécessaire d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, RCS, mais l'activité doit être exercée de manière professionnelle. 2. Difficultés financières. Les personnes doivent rencontrer des difficultés financières qui compromettent leur activité commerciale. Ces difficultés peuvent être liées à une baisse de revenus, à des dettes importantes, à une insuffisance de trésorerie, etc. 3. Imminence de la cessation des paiements. Les personnes doivent être en état de cessation des paiements imminents, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles avec leurs actifs disponibles. La cessation des paiements peut être constatée par le débiteur lui-même ou par un créancier. Il est important de noter que ces conditions sont appréciées au moment où il est statué sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Article L620-2 du Code de commerce. 2. Les personnes exerçant une activité artisanale. Les conditions exigées pour les personnes exerçant une activité artisanale s'agissant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont les mêmes que celles pour les personnes exerçant une activité commerciale. Ces conditions sont les suivantes. 1. Exercice d'une activité professionnelle. Les personnes doivent exercer une activité artisanale de manière régulière et à but lucratif. Il n'est pas nécessaire d'être immatriculé au répertoire des métiers, mais l'activité doit être exercée de manière professionnelle. 2. Difficultés financières. Les personnes doivent rencontrer des difficultés financières qui compromettent leur activité artisanale. Ces difficultés peuvent être liées à une baisse de revenus, à des dettes importantes, à une insuffisance de trésorerie, etc. 3. Imminence de la cessation des paiements. Les personnes doivent être en état de cessation des paiements imminents, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles avec leurs actifs disponibles. La cessation des paiements peut être constatée par le débiteur lui-même ou par un créancier. Il est important de noter que ces conditions sont appréciées au moment où il est statué sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Article L620-2 du Code de commerce. 3. Les personnes exerçant une activité agricole. Les conditions exigées pour les personnes exerçant une activité agricole s'agissant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont les suivantes. 1. Exercice d'une activité agricole. Les personnes doivent exercer une activité agricole, c'est-à-dire une activité de production agricole, d'élevage, de culture, de transformation ou de commercialisation de produits agricoles. Cette activité doit être exercée de manière régulière et à but lucratif. 2. Difficultés financières. Les personnes doivent rencontrer des difficultés financières qui compromettent leur activité agricole. Ces difficultés peuvent être liées à une baisse de revenus, à des dettes importantes, à une insuffisance de trésorerie, etc. 3.
Imminence de la cessation des paiements. Les personnes doivent être en état de cessation des paiements imminents, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles avec leurs actifs disponibles. La cessation des paiements peut être constatée par le débiteur lui-même ou par un créancier. Il est important de noter que ces conditions sont appréciées au moment où il est statué sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Article L. 331-1 du Code rural et de la pêche maritime. 4. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. Les conditions exigées pour les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante s'agissant de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont les suivantes. 1. Exercice d'une activité professionnelle indépendante. Les personnes doivent exercer une activité professionnelle indépendante, telles que les entrepreneurs individuels, les professions libérales, les artisans, etc. Cette activité doit être exercée de manière régulière et à but lucratif. 2. Difficultés financières. Les personnes doivent rencontrer des difficultés financières qui compromettent leur activité professionnelle indépendante. Ces difficultés peuvent être liées à une baisse de revenus, à des dettes importantes, à une insuffisance de trésorerie, etc. 3. Imminence de la cessation des paiements. Les personnes doivent être en état de cessation des paiements imminents, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles avec leurs actifs disponibles. La cessation des paiements peut être constatée par le débiteur lui-même ou par un créancier. Il est important de noter que ces conditions sont appréciées au moment où il est statué sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Article L. 620-1 du Code de commerce. Section 2. Le débiteur personne morale 1. L'exclusion des groupements non dotés de la personnalité juridique. Les groupements non dotés de la personnalité juridique exclus dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont les suivants. Les sociétés en formation, c'est-à-dire les sociétés qui sont en cours de création et qui n'ont pas encore acquis la personnalité juridique. Les sociétés créées de fait, qui sont des sociétés qui exercent une activité commune sans avoir accompli les formalités nécessaires pour acquérir la personnalité juridique. Les sociétés en participation, qui sont des groupements de personnes qui exercent une activité commune sans avoir créé une personne morale distincte. Les sociétés absorbées, qui sont des sociétés qui ont été absorbées par une autre société et qui ont perdu leur personnalité juridique. Il est important de noter que ces groupements ne bénéficient pas de la procédure de sauvegarde en raison de leur absence de personnalité juridique distincte. Article L. 620-2 du Code de commerce. 2. L'exclusion des personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit public sont exclues dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Cela signifie que les entités telles que l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes publics, etc., ne peuvent pas bénéficier de la procédure de sauvegarde prévue par le Code de commerce. Article L. 620-2 du Code de commerce. Une exception par rapport aux personnes morales de droit public exclues dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde concerne les sociétés d'économie mixte. Les sociétés d'économie mixte sont des sociétés de droit privé qui associent des capitaux d'origine publique et privée, avec les capitaux publics étant majoritaires. La jurisprudence considère que ces sociétés peuvent bénéficier des procédures de sauvegarde, malgré leur caractère public, en raison de leur nature de société de droit privé. Chapitre 2. Les conditions relatives à UX difficultés du débiteur. Les conditions relatives aux difficultés du débiteur dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont les suivantes. 1. Difficultés avérées. Le débiteur doit justifier de difficultés juridiques, économiques ou financières avérées. Ces difficultés doivent être réelles et ne pas être simplement prévisibles. 2. Impossibilité de surmonter les difficultés. Le débiteur doit démontrer qu'il est dans l'incapacité de surmonter ces difficultés par ses propres moyens ou par d'autres procédures. Il doit être prouvé que sans la procédure de sauvegarde, le débiteur serait voué à la cessation des paiements. Il est important de noter que la condition négative dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde est que le débiteur ne doit pas déjà être soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Il ne peut pas demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de sauvegarde tant que la précédente n'a pas été clôturée. Article L. 620-2 du Code de commerce. Section 1. L'absence de cessation des paiements 1.
La notion de cessation des paiements. La notion de cessation des paiements se réfère à l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cela signifie que l'entreprise n'est plus en mesure de payer ses dettes échues avec les ressources financières dont elle dispose. La cessation des paiements est une condition essentielle pour l'ouverture de certaines procédures collectives, telles que la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Article L631-1 du Code de commerce. 2. Les notions voisines de la cessation des paiements. Les notions voisines de la cessation des paiements sont les suivantes. 1. L'état de cessation des paiements. Il s'agit d'une situation dans laquelle une entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est une condition nécessaire pour l'ouverture de certaines procédures collectives, telles que la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. 2. L'insolvabilité. Il s'agit d'une situation dans laquelle une personne ou une entreprise est dans l'incapacité de payer ses dettes. L'insolvabilité peut être constatée lorsque le passif d'une personne dépasse son actif, même si elle n'est pas en état de cessation des paiements. 3. La défaillance financière. Il s'agit d'une situation dans laquelle une entreprise rencontre des difficultés financières importantes, telles qu'une baisse de revenus, une insuffisance de trésorerie ou une accumulation de dettes. La défaillance financière peut être un indicateur de la possibilité imminente de cessation des paiements. 4. Situation irrémédiablement compromise. Il s'agit d'une situation dans laquelle une entreprise est dans une impasse financière et qu'il n'y a aucune perspective de redressement. Cette situation est avérée lorsque l'entreprise est gravement déficitaire et qu'elle est vouée à le rester. Elle est souvent considérée comme une condition pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 5. Défaut de paiement d'une dette échue. Il s'agit d'une situation dans laquelle une entreprise ne parvient pas à payer une dette qui est arrivée à échéance. Cela peut être un signe de difficulté financière et peut être un indicateur de la possibilité imminente de cessation des paiements. Cependant, il est important de noter que le défaut de paiement d'une dette échue ne constitue pas en soi une preuve de cessation des paiements, car il peut y avoir d'autres raisons pour le non-paiement. Il est important de noter que ces notions sont liées et peuvent être utilisées de manière interchangeable dans certains contextes, mais elles peuvent également avoir des définitions spécifiques dans le cadre des procédures collectives. Article L631-1 du Code de commerce. Article L631-2 du Code de commerce. Section 2. Les difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter. Les difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter sont les difficultés juridiques, économiques ou financières avérées qui mettent en péril la viabilité de l'entreprise. Il s'agit de difficultés qui, malgré les efforts du débiteur, ne peuvent pas être résolues par ses propres moyens ou par d'autres procédures. Ces difficultés doivent être réelles et insurmontables, conduisant le débiteur à la cessation des paiements si aucune procédure de sauvegarde n'est mise en place. Article L620-1 du Code de commerce. Sous-titre 2. La procédure d'ouverture. Chapitre 1. Est le débiteur seul auteur la demande. La procédure d'ouverture de la sauvegarde peut être demandée par le débiteur lui-même. Selon l'article L620-1 du Code de commerce, le débiteur peut solliciter l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'il éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières avérées et s'il est dans l'incapacité de les surmonter. Le débiteur peut également demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'il est en état de cessation des paiements ou si sa situation est irrémédiablement compromise. Représentant légal de la personne morale ou par le débiteur au greffe du tribunal compétent. Article L620-1 du Code de commerce. Chapitre 2. Est le tribunal compétent. Section 1. La compétence d'attribution. Le tribunal compétent pour la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde dépend de l'activité exercée par le débiteur. Selon l'article L621-2 du Code de commerce, si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal compétent est le tribunal de commerce. Dans les autres cas, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent. Article L621-2 du Code de commerce. Section 2. La compétence territoriale. La compétence territoriale pour la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déterminée par l'article R600-1 du Code de commerce. Selon cet article, la compétence territoriale dépend de la nature du débiteur. Pour les personnes morales, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social.
Pour les personnes physiques, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a donné son adresse ou celle de son activité. Il est important de noter que les règles de compétence territoriale s'appliquent sans privilège de juridiction, conformément au Code de procédure civile. Article R601 du Code de commerce. Chapitre 3. Est le jugement d'ouverture. Avant de statuer sur le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, le tribunal doit procéder à plusieurs étapes préalables. Tout d'abord, le tribunal doit vérifier que la demande de sauvegarde est recevable. Selon l'article L621-1 du Code de commerce, le tribunal doit s'assurer que le débiteur est en état de cessation des paiements ou que sa situation est irrémédiablement compromise. Il doit également vérifier que le débiteur a bien tenté de surmonter ses difficultés par d'autres moyens et qu'il n'est pas en mesure de le faire. Ensuite, le tribunal doit convoquer le débiteur à une audience afin de l'entendre sur sa demande de sauvegarde. Cette audience permet au tribunal de recueillir les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Enfin, le tribunal doit également entendre le représentant du ministère public, qui peut présenter ses observations sur la demande de sauvegarde. Une fois toutes ces étapes accomplies, le tribunal peut statuer sur le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en prenant en compte les éléments présentés par le débiteur, le ministère public et éventuellement d'autres parties intéressées. Article L621-1 du Code de commerce. Section 1. Le contenu du jugement. Le contenu du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde comprend plusieurs éléments importants. Voici les principaux éléments qui sont généralement présents. 1. La désignation du tribunal compétent qui a rendu le jugement d'ouverture. 2. La mention de la demande de sauvegarde présentée par le débiteur. 3. La constatation que le débiteur est en état de cessation des paiements ou que sa situation est irrémédiablement compromise. 4. La décision d'ouvrir la procédure de sauvegarde. 5. La désignation du juge commissaire chargé de superviser la procédure. 6. La désignation éventuelle d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire pour assister le débiteur dans la gestion de son entreprise. 7. La fixation de la durée de la période d'observation, qui est en principe limitée à 6 mois et peut être prolongée une fois pour une durée maximale de 6 mois supplémentaires. 8. La mention de la protection contre les poursuites individuelles des créanciers pendant la période d'observation. 9. La publicité du jugement d'ouverture, notamment par sa notification au débiteur, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au procureur de la République et aux services fiscaux compétents. Il est important de noter que le contenu précis du jugement d'ouverture peut varier en fonction des circonstances spécifiques de chaque affaire et des décisions prises par le tribunal compétent. Article L621-4 du Code de commerce. 1. La désignation des acteurs communs à chaque procédure. Le jugement d'ouverture désigne 3 catégories d'acteurs: le juge commissaire, le représentant des salariés et les contrôleurs. A est le juge commissaire. La désignation d'un juge commissaire dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait référence à la nomination d'un magistrat chargé de superviser la procédure de sauvegarde. Cette désignation est obligatoire selon l'article L621-4 du Code de commerce. Le juge commissaire joue un rôle essentiel dans le déroulement de la procédure de sauvegarde. Il est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il prend de nombreuses décisions au cours de la procédure, telles que la nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, l'autorisation d'actes importants pour l'entreprise en difficulté, ou encore la fixation du passif du débiteur en statuant sur l'admission des créances. La désignation du juge commissaire est généralement effectuée dans le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il peut y avoir plusieurs juges commissaires désignés, notamment en cas de nécessité. Cependant, il convient de noter que si le débiteur a fait l'objet de mesures préventives prévues par le Code de commerce, le juge qui a connu le débiteur dans le cadre de ces mesures ne peut pas être désigné juge commissaire. Article L621-4 du Code de commerce. Article L621-9 du Code de commerce. B est le représentant des salariés. La désignation d'un représentant des salariés dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait référence à la nomination d'une personne chargée de représenter les intérêts des salariés de l'entreprise en difficulté. Cette désignation est prévue par l'article L621-4 du Code de commerce.
Le représentant des salariés est désigné par le tribunal compétent, généralement sur proposition du comité social et économique, CS, de l'entreprise. Si l'entreprise ne dispose pas d'un CS, les salariés peuvent élire leur représentant. Le rôle principal du représentant des salariés est de participer à la vérification des créances salariales et d'assister ou représenter les salariés devant le conseil des prud'hommes en cas de litige relatif aux créances salariales. Il est également chargé d'informer les salariés de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, ainsi que du moment du paiement. Le temps passé à accomplir cette mission est considéré comme du temps de travail. La désignation d'un représentant des salariés vise à assurer la protection des droits des salariés dans le cadre de la procédure de sauvegarde et à leur permettre de faire valoir leurs droits en matière de créances salariales. Article L621-4 du Code de commerce. Article L625-1 et L625-6 du Code de commerce. C. Les contrôleurs. La désignation des contrôleurs dans le cadre du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait référence à la nomination de personnes chargées d'assister et de contrôler le déroulement de la procédure de sauvegarde. Cette désignation est prévue par l'article L621-10 du Code de commerce. Les contrôleurs peuvent appartenir à différentes catégories de personnes. La catégorie principale est celle des créanciers. Les contrôleurs créanciers sont nommés par le juge-commissaire parmi les créanciers qui en font la demande par déclaration au greffe. En principe, tout créancier peut demander à être nommé contrôleur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, sans qu'il y ait de seuil minimal pour la créance. Cependant, il existe quelques incompatibilités prévues par l'article L621-11 du Code de commerce. Le nombre de contrôleurs créanciers varie généralement de 1 à 5, et ils sont chargés d'assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance et d'administration de l'entreprise en difficulté. Ils ont accès à tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Il convient de noter que d'autres catégories de personnes peuvent également être désignées comme contrôleurs dans certains cas spécifiques. Par exemple, l'autorité professionnelle ou l'ordre professionnel dont dépend le débiteur peut être désigné comme contrôleur de droit, sans avoir à être nommé par le juge-commissaire. De plus,